On le voit dans les dernières semaines, on a réussi à engager des prospects vers un côté clientèle qu'on n'aurait jamais été capable avant, je pense, avec le branding OpenMind. Comment tu l'expliques, ça? J'avais la même question. Comment tu expliques ça? Ouais, je suis curieux. Exemple, Code & Steel, qui est très précis au niveau de l'industrie de l'acier. Tout est... J'avais un produit, le client adore ce produit-là. Là. Puis tu leur dis, hey, veux-tu essayer mon autre produit à côté? Puis ils sont comme, ouf, ça a l'air loin, cette affaire-là. Mais après ça, le genre des Salesforce de ce monde, qui réussissent quand même pour cross-seller leurs clients, même si c'est tout en dessous de l'umbrella de Salesforce. Ouais, mais là, on parle de Salesforce. Là. Tu vises haut, là. Mais c'est bon, hein. Faut pas se comparer au pire, faut se comparer au meilleur. Là. Salesforce, c'était dans le haut de gamme du marché. On a été client de Office Vibe Workly, qui est un produit complètement incroyable. Là. Merci. Tu l'utilises pas encore? Hey, on se fait un... Clash. Pour sauver, Hugo, moi, je viens de renouveler notre abonnement. C'est bon, on est correct. On se balade. Mais là, vous ouvrez une porte, les gars, parce que ça, c'est un truc que beaucoup de gens parlent en ce moment. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance et je suis donc excité aujourd'hui parce que c'est la première fois qu'on va finalement être capable, sur le podcast, de faire une formule qui est différente, de faire un panel d'hypercroissance. Et aujourd'hui, on a des gens exceptionnels qui sont avec nous. Et je commence avec Simon Deben, qui est notre premier invité. Simon, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Et pour les gens qui ne connaîtraient pas Simon, on va essayer de le présenter rapidement. Donc, Simon est cofondateur et PDG de Workleap, une entreprise qui a transformé le monde de l'expérience employée grâce à une plateforme intégrée, une stratégie d'acquisition complémentaire. Sous la direction de Simon, Workleap a dépassé les 100 millions de revenus récurrents annuels. Que ça! Consolider ses marques sous un même nom cette année et su adapter sa culture d'entreprise au travail hybride. D'ailleurs, Simon enregistre ce podcast dans un nouveau bureau qu'il vient de se construire. On a également Jonathan Léveillé. Jonathan, est-ce que tu es heureux de faire un troisième type de podcast différent avec moi? Parce que toi, tu as fait les entrevues, tu fais les podcasts jeudi, puis là, tu te mêles au jeu aujourd'hui avec un panel. C'est bien ça? Bien heureux. Puis c'est la première fois que je fais cette formule-là, donc super excité de faire ça avec toi, Antoine, et Hugo et Simon également. Et pour les gens qui ne connaissent pas Jonathan est président fondateur de OpenMind Technology, une entreprise que tu as bâtie de zéro il y a plus de 18 ans de ça maintenant. Plus de 50 employés dans l'organisation. Vous avez reçu la certification Great Place to Work à chaque année pour les 7 dernières années. Tu as également, dans la dernière année, vendu une division de ton organisation pour te concentrer sur ton corps de métier. On va en parler d'ailleurs aujourd'hui. Donc, Jonathan, merci d'être avec nous. Et le dernier, non le moindre, Hugo Perrin de Sévère. Hugo, merci. Comment ça va aujourd'hui? Un peu festif. Party de Noël au bureau tantôt. Ça va être le fun. Jeudi, let's go. Ça précède bien un party de Noël, un petit panel d'hypercroissance. J'aime ça. Et pour les gens qui ne connaissent pas Hugo, Hugo est le fondateur et président de Sévère, une entreprise d'entretien de pelouse qui a connu une croissance fulgurante, passant de quelques clients à plus de 21 000 grâce à une approche centrée sur l'expérience client et l'innovation technologique. Ils ambitionnent désormais d'étendre le modèle en intégrant d'autres verticales de services. Ils veulent faire plusieurs acquisitions. On va en parler ensemble aujourd'hui. Donc, messieurs, merci de vous prêter au jeu. Je suis donc excité d'avoir cette discussion-là aujourd'hui avec vous et pour situer un peu notre audience. Donc, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? On s'est dit, on est le 19 décembre 2024. Le podcast va sortir dans les jours qui suivent. On s'est dit, pourquoi ne pas faire une revue annuelle? Une revue annuelle de nos meilleurs apprentissages et de nos perspectives pour 2025. Donc, le podcast va être segmenté en 4 catégories. Hugo, Simon, Jonathan vont nous parler des apprentissages qu'ils ont fait au niveau du marketing et des ventes avec leur entreprise en 2024 et bien entendu leur vision pour 2025. On va par la suite parler de la deuxième section au niveau des ressources humaines. Qu'est-ce qui a évolué cette année et qu'est-ce qu'on entrevoit pour la prochaine année? On va continuer par la suite avec des stratégies de croissance. Est-ce qu'on favorise la stratégie de croissance organique ou via l'acquisition en 2025? Ça va être un point assez intéressant parce que beaucoup de gens autour de la table ont des perspectives de faire de la croissance par acquisition dans la prochaine année. Et bien entendu, on ne peut pas passer à côté de ça. Les avancées technologiques, qu'est-ce qui nous attend pour 2025? Donc, je lance le bal. On commence marketing et vente. Simon, je me tourne vers toi. Beaucoup de choses qui s'est déroulées cette année chez Workleap. Vous avez tout rapatrié sous un même toit avec Workleap. On en avait parlé brièvement un peu en mai, mais ce n'était pas nécessairement le but de la discussion à ce moment-là. Maintenant qu'on arrive au mois de décembre 2024, dans la dernière année, comment s'est déroulé ce rebranding, de ramener tout ça sous un même nom? Est-ce que certains apprentissages que tu peux nous parler un petit peu du marketing de Workleap pour cette année? Oui,
rapidement, ça fait quand même 2 ans qu'on a amorcé ça. Pour ceux qui ne savent pas, nous, on s'appelait G-Soft avant. Et G-Soft avait différents produits avec différents noms, différents brands. Et on a décidé il y a 2 ans d'amorcer une transformation où est-ce qu'on rapatriait tout sous un seul brand qui est Workleap. Donc, ça a été, comment dirais-je? Je pense pas que c'était... j'étais pas nerveux de faire cette transition-là, mais il y avait quand même il fallait tourner la page. Après autant d'années à s'appeler G-Soft et soudainement, on s'appelle Workleap. Puis pour ceux qui ne savent pas, G-Soft, ça vient de G-Unit. Fait que le nom de G-Soft était attaché à quelque chose de... G-Unit, c'est un groupe de rap début 2000. Super bonne musique que j'écoute encore. Mais il n'y avait pas tellement de sens. Il n'y avait pas de meaning. C'était juste un nom qu'on avait sorti à l'époque. Et avec le temps, G-Soft est devenu une marque employeur au Québec. Et nous, on fait du SaaS, on a des produits. Fait que les gens nous connaissaient pour G-Soft au Québec, mais il n'y avait aucune idée qu'on était derrière des produits comme Office Vibe ou ShareGate. Et ça, pour moi, ça ne faisait pas de sens. Fait qu'on a fait la transition en Workleap. Et finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est que la compagnie s'appelle Workleap. Et sous la compagnie Workleap, il y a 2 lignes de produits. Une qui est la plateforme Workleap et l'autre qui est ShareGate. Workleap, la plateforme Workleap, c'est tout ce qui est expérience employée. Aujourd'hui, c'est des produits HR. Et tout ce qui est ShareGate, c'est tout ce qui est gestion des données cloud. Donc, nous, on a aidé des centaines de milliers d'organisations à faire le passage au cloud Microsoft. Et on continue aujourd'hui à le faire continuellement. Et je te dirais, en termes d'apprentissage, quand tu changes un brand, tu réalises que les gens ils sont attachés au passé. C'est super difficile, même si tu renommes l'entreprise. Nous, il y avait encore des gens qui voulaient s'appeler soit SoftStart parce qu'on avait un produit qui s'appelait SoftStart ou Office Vibe ou même ShareGate. Mais là, ShareGate, on l'a encore, mais est-ce que ShareGate, c'est la compagnie ou c'est le produit? Quand tu crées des marques, en fait, les gens se rallient autour de ces marques-là, puis tu as des façons de faire qui vont se bâtir autour de ces marques-là. Fait que quand tu fais une transition comme ça, il faut que changer le nom, c'est la chose la plus facile. Après ça, c'est vraiment de changer les vieux réflexes. Un autre apprentissage, c'est autant qu'on est nerveux quand on fait ces transitions-là, on a l'impression qu'on est comme Apple qui se renomme ou bien non un Facebook qui s'appelle Meta. Mais tu sais, dans le SaaS B2B, à notre scale, changer un nom, c'est pas si significatif que ça pour les clients. Les clients, ils veulent que tu leur donnes la valeur produit. Continue de bien faire ça, fais-le extrêmement bien. Et sincèrement, tu peux changer ton nom, puis tout devrait bien aller. Fait que des fois, on s'en fait peut-être un peu trop pour rien. Puis finalement, si bon que c'est compliqué gérer cette marque. En avoir 2, j'ai l'impression d'avoir un pack-sac avec des poids que je viens de m'enlever des épaules. Puis aujourd'hui, on peut enfin travailler sur 2 marques puis les amener à un autre niveau. On était vraiment en train de s'éparpiller. C'était devenu l'enfer. C'était juste plus agréable. Puis tu sais, une marque, c'est le visuel de la marque. C'est pas juste le logo, c'est le site web, c'est le langage autour de cette marque-là. Il y a toutes sortes de choses que tu dois maintenir. Et là, on était rendu à 6-7. C'était juste plus soutenable. Puis aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut vraiment devenir bon avec nos 2 marques fortes puis les amener à un autre niveau. J'ai hâte que tu nous parles un peu de 2025. Mais peut-être juste pour terminer un peu là-dessus, est-ce que c'est les mêmes équipes marketing qui font Workleap et ShareGate ou vous avez des entités à part qui s'occupent de tout ça? Bon point. Autre apprentissage, on est en train de corriger ça. On avait une seule équipe marketing qui essayait un peu de faire les 2 en même temps. Puis, tu sais, 2 marques de cette ampleur-là, c'est pas évident à gérer. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a vraiment besoin des gens qui sont focus, qui se lèvent le matin, se couchent le soir, puis ils pensent à une seule de ces marques-là. Fait qu'on est en train de restructurer. C'est déjà fait à certains égards, mais nos équipes marketing et vente, à partir de très haut dans la structure de l'organisation, il y a vraiment des équipes qui sont dédiées à chacune de ces marques-là. Quelque chose qu'on avait un peu perdu avec le temps, puis ce qui arrivait, c'est que tu avais l'équipe marketing travaillait sur un rush, sur un seul produit. Puis là, pendant 1 mois, l'autre produit était un peu laissé à lui-même. Puis là, on retourne sur l'autre produit pour contrebalancer. Puis là, finalement, tu fais juste sauter d'un à l'autre. Puis il y en a toujours un qui est pénalisé. Fait que
à une certaine taille, je pense que ça vaut la peine d'avoir des gens qui sont complètement dédiés. C'est le fun de travailler sur plusieurs choses, mais quand on veut vraiment créer quelque chose d'exceptionnel, ça prend du focus. Puis ça, on l'avait perdu. Fait que cette année, en ce moment, on est en train de changer ça. Je me permets de faire du chemin là-dessus. Ça ne te dérange pas, Antoine, là, mais nous autres, cette année, on a fait 2 acquisitions dans notre plan stratégique de l'année. Le chiffre est un petit peu plus élevé que ça. Puis on n'en avait pas 6 des brands, là, mais juste le fait d'en avoir 3, rapidement, c'est devenu 2. Puis là, on a fait fuck off, là, il faut revenir à 1. Parce que tu l'as dit, oui, il y a le site web, mais il y a le service à la clientèle, les plateformes technologiques, cette affaire-là, là, c'était. Fait que, puis on se pose des questions sur comment on va le faire cette année. Des fois, il y a des marques connues là, qui me disent, mais là, quand je tue un brand, je perds cette notoriété-là qui peut quand même faire profiter d'autres marques. Mais à la fin de la journée, c'est juste vraiment compliqué. Là. Énormément de travail. Ben, tu sais, nous, on avait... Il y a des gens qui s'inquiétaient pour nous par rapport à GSoft. Là. Hey, vous allez perdre... Les gens vous connaissent vraiment pour ça. Puis j'étais comme moins inquiet pour ça. Tu sais, au Québec, c'est un petit monde, le Québec, tu sais, de te faire connaître. Don't get me wrong, il y a encore des gens aujourd'hui qui sont comme « Ah, c'est vous autres, vous avez... » Tu sais, ils viennent de réaliser qu'on a changé de nom. Mais tu sais, c'est des questions qu'on se posait, par exemple, pour un Office Vibe. Office Vibe est un produit qui... Tu sais, c'est un nom qui est quand même catchy, qui s'est fait connaître, peut-être pas du tout au niveau de grandes marques qu'on vénère out there, là, mais fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Office Vibe demeure? Est-ce qu'on le renomme à autre chose? Aujourd'hui, on veut s'appeler Workleap. C'est ça, c'est notre nom, c'est lui qu'on veut porter. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore si ça va être temporaire ou permanent, mais c'est sous la plateforme Workleap, c'est Workleap Office Vibe. Là, tu as Workleap Onboarding. Onboarding, ça s'appelait Soft Start avant. On l'a renommé Onboarding parce qu'il n'y avait pas une équité encore établie qui était assez forte pour qu'on... Fait que là, on est un peu entre les deux. Celui qu'on on aurait pu dire tout s'appelle Workleap, même qui est ShareGate, mais ShareGate, honnêtement, c'est un verbe dans l'industrie, c'est une expertise dans LinkedIn. Fait que je pense que c'est du cas par cas. Dans le cas de ShareGate, c'est trop fort, c'est trop établi. Puis dans le cas d'Office Vibe, on croit qu'on pourrait faire une transition à Workleap sans trop heurter la business. Mais ça, c'est des choses qu'on est en train de découvrir en ce moment. Mais c'est touché, c'est jamais évident. Puis en plus, on est attaché à ces marques-là, on les porte, on les a portées longtemps. Puis de les laisser aller, des fois, on a l'impression que rien ne va aller si on le fait. Mais souvent, c'est moins bien content. Moi, je suis curieux, Simon, dans ce processus-là, dans le fond, tu parles qu'il y a une équité qui se bâtit par rapport à un brand. Le brand GSoft au niveau marque employeur avait bâti, je pense, une énorme équité au Québec. Avez-vous tenté d'évaluer à peu près combien ça pouvait valoir la marque GSoft? Parce que c'est un trait de crayon que vous faites sur un actif, puis c'est logique, je pense que vous le faites, puis ça fait beaucoup de sens. Mais avez-vous, dans le processus, pris un moment pour dire, écoute, combien ça vaut la marque GSoft en termes d'empreinte au Québec ou international? Y a-t-il un calcul financier qui était fait là-dedans? Ou c'était vraiment, on y va, puis on le calcule pas, puis let's go? Là? Personnellement, j'accorde pas énormément de valeur à une marque employeur, dans le sens que c'est pas backé par, c'est pas du IP, c'est pas, ça a une valeur dans ta capacité de recruter. Mais la réalité, c'est que nous, aujourd'hui, on recrute partout au Canada, puis GSoft n'était pas du tout connu, ou très peu, à l'extérieur des frontières du Québec. Fait que dans tous les cas, on avait une marque à bâtir. Puis moi, je pense le nom qu'on porte, on peut lui donner, on peut changer de nom, puis je crois je crois pas qu'on perd tout parce qu'on change de nom. Évidemment, il y a peut-être, pour les gens qui te connaissent sous un nom, c'est sûr que tu perds ça, mais ça demeure que l'entreprise a tout ce qu'elle a bâti pendant 19 ans. Fait que je pense qu'on est capable de récupérer ce qu'on a peut-être perdu à une vitesse quand même assez rapide. Dans le cas de GSoft, c'était une marque employeur. Moi, je veux que les gens nous reconnaissent pour la marque de nos produits. Tu sais, GSoft, le site web complet de gsoft.com, c'était un site de recrutement au final. Alors que, habituellement, dans les compagnies SaaS, le recrutement, c'est une page carrière qui est dans le footer du site web. Là, je pense qu'on est peut-être un petit peu déséquilibré en termes d'ampleur qu'on y met. Puis je pense que c'est pas un focus qui est à la bonne place. Fait que toutes nos équipes qui travaillaient beaucoup sur ce volet-là, on a toutes redirigé leurs efforts sur les produits.
Et moi, ma croyance, c'est que des produits solides, c'est ça qui recrute les gens. C'est mieux. oui. Fais ça comme il faut. Puis les gens vont, je crois, avoir encore plus envie de joindre l'organisation parce qu'ils vont voir des défis intéressants à aller accomplir. Puis Joe, je me tourne vers toi ici. C'est intéressant parce qu'il y a Hugo et Simon qui ont connu un petit peu la dynamique d'avoir plusieurs brands, puis ultimement de se rendre compte qu'on veut faire un seul brand. Toi, en 2024, ou même peut-être, je pense que ça a commencé en 2023, tu as pris OpenMind et tu as créé des sous-marques un peu. Donc, il y avait Legacy Recording qui s'attaquait à une verticale précise, Dev2CO, la même chose. Et là, je pense récemment, celle qui a eu encore un petit peu plus de traction, c'est Code to Steel, où est-ce que tu t'attaques spécifiquement à l'industrie de l'acier. En écoutant ce que Simon, en écoutant ce que Hugo dit, est-ce que tu es capable, peut-être après 1 an, 2 ans, de te rendre compte un petit peu de la même chose que d'avoir des marques un peu partout, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait? Bien, la première des choses, tous les coachs qui nous suivaient disaient « Créez pas des marques de plus ». Maintenant, on l'a fait pour la simple et bonne raison, pour 2 raisons. La première des raisons, c'est qu'on voulait pénétrer des nouveaux marchés, puis qu'à la lecture du nom de l'entreprise et du tagline, la personne n'ait aucune hésitation de savoir ce qu'on faisait. Fait que Code and Steel, c'est qu'on développe des lignes de code pour l'industrie de l'acier. C'est de rendre l'industrie de l'acier plus intelligente. Donc, ça le dit dans le nom, il n'y a pas d'ambiguïté. Legacy Recoding, c'est qu'on recode des vieilles applications dans les nouvelles technologies. Fait qu'on voulait tester ce concept-là, d'avoir des brands que dans le nom lui-même, on n'avait pas besoin d'expliquer après qu'est-ce qu'on faisait. Fait que notre réflexion était, on lance plusieurs brands puis on regarde s'il y a quelque chose qui a une traction au marché. Fait qu'on était plus dans une phase exploratoire, sachant qu'on allait en tuer certains de ceux-là, dont Dev2CO, qui était un lamentable échec qu'on n'utilise plus puis qu'on a mis de côté. Exactement, apprentissage. Notre persona de Dev2CO, c'était d'aider les entrepreneurs qui avaient une idée technologique dans leur tête à la sortir de leur tête et de l'amener au marché. Et on s'est rendu compte que notre prémisse de persona pour ce brand-là, c'était des entrepreneurs qui faisaient minimum 1 million de profits annuels, qui voulaient investir cette profitabilité-là dans l'aspect technologique de la business. Ce genre de persona-là au Québec, il n'y en a pas des milliers, là. Donc, de réussir à aller chercher la bonne personne au bon moment, au bon timing, qui remplit ce petit carré-là, on s'est rendu compte que ça ne faisait pas de sens. On pédalait dans le vide pour absolument rien. Fait que notre multiplication de brand est plus dans une optique de tester le marché, voir qu'est-ce qu'il y a de la traction. Et à date, le Legacy Recoding puis Code and Steel, c'est certain qu'on va les garder devant nous. C'est nos brands qu'on va pousser aux États-Unis, qu'on est en train de vraiment d'essayer d'aller chercher une traction. On le voit que c'est très complexe d'avoir plus qu'un brand, mais on le voit présentement qu'on rentre dans des dossiers, dans des deals chez des prospects qu'on n'aurait jamais été capable avec un nom générique, avec un site web qui est très générique, avec des case studies qui sont génériques. Alors que là, on est capable d'être très, très, très niché, très précis dans le message. Fait qu'à date, c'est plus des marques exploratoires dont certaines qu'on a dit on s'est planté, d'autres qu'on voit de l'attraction, qu'on pense continuer de pousser. Encore là, ça se peut qu'on se reparle dans 6 et 12 mois et qu'on dise autre chose. Mais on est en train de faire un petit peu l'inverse, mais dans le but quand même de pousser vers une niche précise. Juste pour bien comprendre, fait OpenMind, dans le fond, se retrouve à être un peu ce que Workly, ce que Gsoft était, là, avec plusieurs marques en dessous. Là. C'est quand même, c'est vrai que c'est quand même frappant de voir que quelqu'un qui essaie de se séparer de ça, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui se dit, moi, ça, c'est ma stratégie gagnante. Là, Et notre thinking était, ça va faire bientôt 20 ans qu'OpenMind existe et on a été tout le temps très, très, très généraliste dans notre approche. Ça devenait extrêmement difficile de dire, voici notre persona précis, voici le contenu qu'il faut produire pour ce persona-là, puis d'être extrêmement pertinent quand on était en présence de cette persona-là. Fait qu'on a dit, OK, là, on essaie vraiment de tourner ça de côté, d'être très niché, d'être très précis dans notre persona, puis d'être capable de faire du account-based marketing par après. Chose qu'on est capable de faire, entre autres, avec Code and Steel, qu'on n'était pas capable de faire avec OpenMind parce qu'on était extrêmement généraliste. Puis notre but, c'est vraiment d'apporter plus de valeur après ça au marché en connaissant bien, exemple, une industrie précise. Est-ce que vous avez considéré juste faire OpenMind Legacy Recoding comme ça? Parce que souvent dans les sites web ou dans les marques, tu dois avoir, je sais pas, des par industrie. Fait que là, tu peux avoir comme, tu peux, tu sais, ça devient quasiment une ligne d'affaires versus une nouvelle marque. J'ai l'impression que vous cassez pas un peu la tête avec une nouvelle marque versus juste... Au niveau du Québec, on l'a fait sous cette optique-là. Fait que si on va, exemple, au niveau français sur le site, c'est OpenMind avec les méthodes de production en dessous.
L'enjeu qu'on avait, c'est par exemple pour l'industrie de l'acier. Notre prémisse, c'est de dire qu'on vise à être le meilleur au monde et pratiquement le seul au monde qui est focusé là-dessus à faire ce qu'on fait. En le mettant dans un blending d'une autre marque avec d'autres offres de services, on vient enlever un petit peu, je pense, cette force-là. Puis on le voit dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a réussi à avoir des discussions puis d'engager des prospects vers un côté clientèle qu'on n'aurait jamais été capable avant, je pense, avec le branding OpenMind. Fait qu'on voit qu'il y a une certaine... Je suis convaincu. Je suis convaincu parce qu'on a déposé des offres, on a closé des clients dans les dernières semaines, puis on a d'autres trucs qui sont en discussion, là, puis honnêtement, on n'aurait jamais été capable d'avancer avec ces prospects-là avant. Pourquoi tu l'expliques? Comment tu l'expliques ça? J'avais la même question. Comment tu expliques ça? Ouais, je suis curieux. Exemple, Cold & Steel, qui est très précis au niveau de l'industrie de l'acier. Quand on est devant les prospects en disant voici où est-ce qu'on s'en va, voici depuis 12 à 18 mois, qu'est-ce qu'on focus comme effort, puis maintenant, voici là, ce qu'on comprend de votre industrie, puis l'ensemble des problèmes, puis où est-ce qu'on veut s'en aller, puis d'être vraiment un catalyseur pour l'industrie. Tout est cohérent dans le message, dans le brand, dans où est-ce qu'on s'en va, dans le contenu qu'on leur produit. Donc, on l'a essayé dans le passé d'y aller sous OpenMind avec des verticales d'industrie. Puis honnêtement, quand les gens vont voir le site, ils font comme « OK, vous êtes un autre généraliste comme un autre. C'est des compagnies qui font comme OpenMind, de développer des lignes de code, il y en a plein. Maintenant, comment qu'on réussit à être meilleur qu'une autre compagnie qui développe des lignes de code? Ben, c'est dans la connaissance, je pense, d'une industrie précise. Quand on va aller cogner, puis ce qu'on est en train de faire, d'aller cogner dans des États aux États-Unis, dire hey, on veut être votre partenaire technologique, ils disent c'est quoi la différence entre le gars au coin de la rue? Ben nous, on fait que ça, puis on est spécialisé là-dedans. Et c'est là qu'on voit qu'il s'enlève un peu de friction. Sur ça, Jonathan, moi, je le vis dans notre stratégie des prochaines années. On veut intégrer des nouveaux verticaux, fait qu'on veut avoir des nouvelles lignes de services. En ce moment, on fait du traitement de pelouse, on fait du landscaping, de l'extermination. Il en manque plusieurs là, dans la maintenance. Le lavage de vitres, il manque le déneigement, mais on se pose cette question-là. Est-ce que si on a un brand uniforme pour toutes ces marques-là, toutes ces lignes de service-là, est-ce qu'on devient un peu le jack of all trades, est-ce qu'on est bon dans rien, un petit peu dans tout? On se pose cette question-là. Par contre, après ça, c'est que là, tu dilues le message un peu. Les dollars marketing que tu mets, j'aime vraiment ça vous entendre les deux parce qu'il y a comme les deux perspectives. Puis on a mis une ferme là-dessus en ce moment là, pour ça. Je rebondirais sur Simon ici, parce que je pense que ça serait intéressant. Tout c'est littéralement quelque chose que vous avez fait pendant plusieurs années. C'est-à-dire que les différents brands, les Office Vibe, les Soft Start, vous avez acheté Pingboard, si ma mémoire est bonne. Vous avez acheté Didact également, qui n'a pas tout de suite été rebrandé. C'est une marque indépendante au début jusqu'à temps qu'elle soit réintégrée. Tu serais dans la peau d'Hugo, qui lui... Puis ça, c'est un des points intéressants que je voulais ouvrir comme discussion, c'est que Jonathan parlait d'ouvrir d'autres marchés géographiques. Je pense spécifiquement les États-Unis. C'est pour ça qu'il y avait des brands précis, Jonathan, qui se lançait. Hugo, toi, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que tu veux rester dans un même marché géographique, mais étendre des lignes de services complémentaires à celle principale. Peut-être que je commencerai avec toi, Simon. Tu serais dans la peau d'Hugo qui va peut-être acheter plusieurs entreprises, qui va vouloir greffer à son entreprise principale. Comment tu l'attaques un petit peu, ça? Est-ce que tu ramènerais tout ça sur un même brand? C'est quoi les apprentissages que tu as fait avec tous tes différents brands à travers les années? Parenthèse, là, mais comme je suis tellement content qu'on en parle parce que en ce moment, dans notre plan stratégique, il y a un de nos projets, c'est de brainstormer là-dessus. On a engagé Léger pour travailler sur le dossier. C'est ta thérapie du jeudi, Hugo, là. Ouais, je suis quand même content là, d'avoir des... Finalement, là, let's go, on diagnostique ma business. Allons-y. Non, mais il y a dans le monde du branding, là, il y a des écoles de pensée, puis tout le monde peut... Il n'y a comme pas de bonne réponse parce que tout a été démontré que ça pouvait fonctionner. T'sais, dans le cas d'OpenMind, d'abord, je te challenge un CGI, comment ils font pour avoir des contrats dans toutes les industries inimaginables. Ça s'appelle CGI. Je pense pas qu'ils ont appelé ça avec des... Je pense pas qu'ils ont rebrandé à moins qu'il y ait quelque chose qui m'échappe. C'est parce qu'ils étaient les premiers dans le marché. Ils ont réussi à aller chercher une certaine taille critique. Nous, maintenant, comment qu'on se bat contre un CGI pour avoir l'air plus pertinent devant un client? On n'a pas le choix de jouer une carte différente. Si les gens vont sur OpenMind et qui ont l'impression que vous êtes généraliste, c'est peut-être ça le problème. Parce que finalement, vous n'êtes pas des généralistes. Vous êtes en train de vous spécialiser. Puis ce qu'OpenMind devrait démontrer, c'est peut-être que vous êtes hyper spécialisé dans 2-3 affaires. C'est hyper clair. Alors qu'aujourd'hui, peut-être, je peux aller sur votre site depuis un certain temps, mais j'ai l'impression que si j'y vais,
c'est une firme qui peut développer à peu près n'importe quoi pour n'importe qui. Fait que c'est sûr que là, ton brand parent, comme ton brand... La value proposition de ce brand-là, il est, en effet, c'est vrai que tu me dis ça. Conflictuel avec le reste. Ouais. C'est comme si... Mais parle-nous de Sévère. Parle-nous de Sévère, Simon. On va savoir ce que tu fais pour Sévère. Ben, Sévère, je le connais moins, mais moi, je suis de l'école de pensée que c'est sûr que si les services ont aucun sens entre eux, puis aucune forme de synergie, aucun point en commun, ça devient peut-être difficile de les faire vivre dans le même brand. Mais quand il y a quand tu as un peu de synergie ou tu t'adresses aux mêmes clients ou quand tu as de quoi à partager à travers ces différents services-là, moi, je créerais un brand. C'est déjà dur d'en faire un. C'est déjà dur d'en réussir un. Encore plus difficile d'en réussir plusieurs. Et déjà, toute leur vie, vont essayer de bâtir un solide brand puis ils n'y arriveront pas. Quand en faire plus, ça fait juste diminuer tes chances. Moi, je ferais un solide brand. Puis après ça, je m'assurerais qu'il y a une clarté sur ces différentes verticales-là sur lesquelles vous êtes les meilleurs. Puis après ça, si tu réussis à bien faire ça, l'opportunité après, c'est toute la synergie, c'est tout dans notre univers, c'est tout ce qui est cross-selling, c'est tout, c'est la capacité de servir encore mieux et plus le même client, ce qui n'est pas toujours évident quand c'est des brands à part. Parce que là, tu as beau être les mêmes personnes, puis moi, je l'ai vécu, là, j'avais un produit X, puis j'ai un autre produit Y. Client X, client adore ce produit-là, là, vraiment, là, des fans. Là, tu peux les appeler à n'importe quand, ils vont te répondre. Puis là, tu leur dis, hey, veux-tu essayer mon autre produit à côté? Ils sont comme, ouf, ça a l'air d'être ça a l'air loin, cette affaire-là. C'est un autre brand, c'est d'autres couleurs, un autre site web, c'est un autre sign-up. Ça a l'air compliqué. Ouais, mais après ça, t'as genre des Salesforce de ce monde qui, tu sais, moi, je le vois, là, tu rentres, puis là, après ça, t'as Sales Cloud, après ça, t'as Field Service Lightning, t'as Slack, t'as Tableau, ils proposent toutes sortes d'affaires. Fait qu'ils réussissent quand même, pour cross-seller leurs clients, ils réussissent quand même à le faire à travers différentes marques, même si c'est tout en dessous de l'umbrella de Salesforce. Fait que je reste quand même ambivalent malgré ce que tu me dis. Ouais, mais là, on parle de Salesforce, là. Là, on s'entend, là. Tu sais, tu vises haut, là. Mais c'est bon, hein. Faut pas se comparer au pire, faut se comparer au meilleur, là. Salesforce, t'es dans le haut de gamme du marché. Ils sont capables de faire de la magie, là. C'est à ce niveau-là. Puis, je pense que c'est une erreur des fois parce que Microsoft ou Salesforce le font, nous, on peut le faire. Des fois, à notre taille, notre scale, dans notre contexte ici, compagnie au Québec, j'ai tendance à aller plus simple. Moi, je suis à la même place que toi. Oui, je pense. Notre position en ce moment, c'est qu'on veut un brand. Mais parle-nous de tes apprentissages, Hugo. Parle-nous de tes apprentissages de 2024 puis ce que tu veux faire pour 2025, pour le marketing. Clairement, je fais pas assez de podcasts parce que là, on fait des brainstorms puis ça amène du bon stock. Mais, non, c'est ça. Quand on regarde l'année prochaine, ça fait partie de nos initiatives. On veut savoir est-ce que on garde plusieurs marques, est-ce qu'on les consolide? Mon feeling en date d'aujourd'hui, c'est que on l'a vu avec une des compagnies qu'on a achetées à Drummondville cette année, ça a été quand même compliqué là, de gérer des. Fait que là, il y a du staff différent. Fait que là, tu as du monde au service à la clientèle, tu as du monde en admin, tu as du monde dans les opérations. C'est compliqué. Là. Puis nous, on est vraiment dans une stratégie de consolidation dans les prochaines années. Puis c'est une industrie qui est très, très fragmentée, là, les services de maintenance résidentielle et commerciale. Puis on a selon moi, on n'a comme pas le choix d'avoir une marque forte. Sinon, on va commencer à se perdre. Tu sais, des plays de roll-up où est-ce que tu vois des firmes de private equity qui achètent plein de compagnies. Puis je pense qu'on est capable de. Dans des compagnies qu'on achète, on n'est pas obligé d'avoir 8 comptables à l'interne. Tu sais, à un moment donné, avec notre structure, un CFO, ça fait le travail. Tu sais. Fait que ça, on est quand même capable de copier ce modèle-là. Par contre, d'avoir plusieurs marques, c'est quand même un enjeu. Fait que dans les apprentissages de l'année passée, définitivement, ça rentre dedans. Tu sais, d'avoir un plan. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. Quand tu fais une acquisition, je pense qu'une des erreurs qu'on a fait, c'est que le plan d'intégration c'est dessiné après les acquisitions. Right? Puis ça, avant que le SPA, l'encre sèche sur le SPA, là, faut que ça soit prêt. Là, tu sais. Je sais pas autour de la table s'il y en a qui ont fait la même erreur que nous autres, là, mais
Ça, c'est quand même un enjeu. On se fait conseiller par du ouais, on dirait que dans l'M&A, c'est le fun. Là, closer des deals, on dirait que c'est une affaire, mais après ça, les intégrer, c'est là que ça se joue. Puis c'est tellement important de comprendre là, c'est quoi les synergies qui vont se faire puis comment ça va s'exécuter. Parce qu'après ça, c'est comme une patate chaude que tu drops dans l'organisation. Là. Shit, là, on a 10 DAC qui est rendu nos amis. Là, on couche avec eux autres. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là, fait c'est vraiment... c'est un gros apprentissage, définitivement, dans les fusions-acquisitions. Fait qu'un bon plan d'intégration. Après ça, tu en as parlé tantôt, mais c'est sûr que nous autres, là, le cross-sell, ça a été incroyable. Le fait d'avoir des nouvelles lignes de service, nos clients sont très, très engagés avec la marque, communiquent beaucoup. Tu sais, on envoie des communications là, dans l'expérience client, dans le journey. Là, on a plusieurs touchpoints. Les gens interagissent avec nous. Là, les taux de réponse à nos sondages sont comme through the roof. Fait que c'est bon, on a beaucoup de data. Puis ça nous a permis de cross-seller. Puis la stratégie de nouvelles lignes de service, on se l'est un peu confirmé cette année. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment positif. Tu arrives avec plein de brands. Je pense que, comme Simon disait, on va perdre nos clients. Un brand unique fort. Je crois aussi à ce que tu as dit, Simon, tantôt, là, j'ai adoré ça quand tu dis des produits forts font en sorte que les gens veulent travailler pour cette marque-là, les gens veulent devenir clients de cette marque-là. Ça, c'est un de nos gros apprentissages de l'année passée. Il faut qu'on soit plus fort en produits. Là, fait que si on livre à nos clients, que le NPS soit incroyable. Là, parce qu'après ça drive. Le NPS, ça drive tellement d'affaires. Les clients achètent plus. Ils achètent plus longtemps puis ils réfèrent plus. Moi, c'est ces 3 grosses affaires-là. Ça, c'est un gros learning l'année passée, puis on alloue beaucoup de capital cette année à la satisfaction client. C'est le core. Là. Puis, nous, on a été client de Office Vibe, Workly, Office Vibe, qui est un produit complètement incroyable. Là, on l'avait essayé, c'est super. Là, fait, tu l'utilises pas encore? Ben, on a eu des solutions alternatives dans notre... on se fait une petite parenthèse. Clash. Mais, pour sauver, Hugo, moi, je viens de renouveler notre abonnement. Simon, on est correct. On se balade. Mais là, vous ouvrez une porte, les gars. Les deux, vous avez parlé d'acquisition. Puis ça, c'est un des points que je voulais parler un petit peu aujourd'hui. Mais je me tourne vers Jonathan directement pour parler acquisition. Parce que ça, c'est un truc que beaucoup de gens parlent en ce moment. Avant de parler d'acquisition, on peut également parler de vente d'entreprise. Tu as fait quelque chose d'assez exceptionnel cette année, Joe. On en a parlé un peu sur le podcast, mais j'aimerais peut-être que tu prennes un peu de temps pour nous parler de certains apprentissages que tu as fait de ça. Et je parle ici de la vente d'une partie de ton organisation. Donc, peut-être, Joe, tu peux prendre 1-2 minutes, juste expliquer un petit peu ce qui a été fait ici pour les gens qui n'ont pas écouté le podcast dans le passé. Puis je pense que ça va ouvrir une discussion aussi sur la croissance par acquisition, également peut-être même des possibilités de vente des parties de nos entreprises. Ben, encore là, je fais l'inverse de Hugo et Simon. Au lieu d'acheter des business, je scinde la mienne en 2 puis j'en vends une partie complètement à l'envers de tout le monde. Donc, ça revient un peu à la prémisse que j'avais tantôt, qu'on était très, très longtemps généraliste. On avait 2 business en une, 2 unités de service que le persona commençait à être complètement différent. Fait qu'on a décidé de simplement structurer l'entreprise en 2 entités complètement séparées et de vendre la partie qui ont pensé qu'on avait le moins de plus-value qu'on pouvait amener au marché là, pour en avant de nous. Donc, de notre côté, si je me rattache un peu à ce que Simon dit, là, quand il dit ça fait du bien, puis ça l'enlève du poids mental, ben, de notre côté, ça a été un petit peu ça, comme quand toi, Simon, tu as décidé d'unifier le brand, ben, de nous se dire qu'on se concentrait sur une seule chose, même s'il y a des sous-brands en dessous pour dire qu'on fait la même chose. Pour nous, ça a été vraiment un grand élément positif pour se libérer de la charge mentale, puis après ça, d'être beaucoup plus focus stratégiquement. On avait tellement de meetings de planification puis de gestion qu'on partait, qu'on avançait dans le meeting, puis on fait « OK, c'est beau, là, on s'est occupé d'une équipe, il faut refaire tout le plan stratégique pour l'autre gang. » Et là, ça finissait plus. Même chose au niveau des équipes marketing, des équipes de vente, c'était le complet bordel. Donc, tu sais, de scinder l'entreprise en 2 puis de dire on se focus juste sur une petite partie qui est la même chose, peu importe qu'on ait plusieurs brands après ça pour attaquer le marché. Ça a été vraiment un grand gain qu'on a fait de notre côté. Là. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses.
On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Puis pour les gens qui nous écoutent, Joe, juste pour être certain, il y a peut-être des gens qui vivent la même chose en ce moment. Rapidement, c'est quoi l'indicateur qui, selon toi, on doit peut-être s'ouvrir les yeux sur on est peut-être en train d'en faire trop. Il y a peut-être une partie de notre entreprise qui il y a trop de gras, puis ça nous empêche vraiment de focusser. Juste pour les gens qui nous écoutent, parce que je trouve que c'est une approche qui est sous-estimée. Beaucoup de gens que je connais l'ont fait et ça génère des liquidités que tu peux réinvestir ailleurs. Puis comme tu viens de le mentionner, ça te donne la possibilité de focusser sur un projet. Bien, nos premiers signaux, c'était quand on faisait un plan stratégique ou qu'on se donnait une vision stratégique, on se rendait compte qu'on était toujours assis entre deux chaises. On répondait juste un petit peu à un côté, un petit peu à l'autre. On avait toujours l'impression qu'on ne donnait pas assez d'amour d'un côté comme de l'autre. Le deuxième signe, c'était quand on faisait des plans marketing, c'était des personas complètement différents. Là, tu fais, OK, ça marche pas, là. Ça marche pas pour le même. Il faut vraiment. Ça fonctionne pas. Puis même chose au niveau des équipes de vente, quand ils rencontraient des clients, le lien était difficile à faire entre les deux équipes de service. Puis après ça, ça a vraiment été des aviseurs qui étaient sur notre CA qui nous ont dit, écoutez, là, il faut que vous décidez. Là, si vous voulez aller à la prochaine étape, c'est à gauche ou à droite, mais il y a une décision à prendre. Il va falloir que vous preniez une décision courageuse puis que vous choisissiez une direction. Fait que ça a été un rassemblement de ces systèmes-là. Mais j'ai une question. Pense... C'est-tu une question de moins passionné de cette portion-là de la business? Avez-vous fait le choix d'avoir du fun sur qu'est-ce qui vous fait triper, genre? Les deux, ça commençait à être difficile d'avoir du fun parce que le marché est rendu tellement compétitif qu'on s'est dit, si on veut avoir autant de fun qu'avant, là, avant la pandémie, il faut qu'on monte notre game d'un niveau en termes de qualité, de vélocité, de grandeur d'équipe. Donc, notre décision, les deux, on aurait pu avoir du fun. Est-ce que les deux, on avait du fun? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on a déjà là, en quelques mois, avancé beaucoup, énormément? Puis ça revient un petit peu aussi au brand, les marques spécifiques, ça nous permet vraiment d'avancer puis d'avoir la tête plus claire puis de réussir à avancer dans des comptes qu'on n'aurait pas été capable avant, puis savoir aussi où est-ce qu'on se focus. Parce qu'on était comme une poule pas de tête qui se promenait un peu partout là, au niveau expertise. Puis juste une bonne exemple, on a ri cette semaine avec notre DG, c'est dans un meeting one-on-one avec lui, j'ai dit « Hey Matt, il y a .NET 9 là, qui rentre, peux-tu me donner un peu d'infos là-dessus? » Puis là, il dit, tu te rends compte, il y a un an, quand on avait l'équipe MSP, jamais on n'aurait parlé de ça, de technologie puis de technique dans un meeting, toi puis moi, là, tu sais, parce qu'on était dans 52 autres technologies un peu partout. Puis il dit, là, on a le temps. On a le temps d'être les meilleurs dans ce qu'on fait puis de connaître notre business. Fait que pour répondre à ta question, Simon, on n'avait pas beaucoup de fun des deux côtés. Puis là, on recommence à en avoir beaucoup dans celle qu'on est là. Mais je suis convaincu qu'on aurait pu avoir du fun de l'autre côté si on avait mis le temps, l'énergie à monter ça d'une marche ou deux. J'essaie de voir comment ça n'aurait pas pu... Est-ce que tu n'aurais pas pu juste rouler ces divisions-là de manière plus autonome, d'avoir une stratégie qui est divisée, d'avoir Qu'est-ce qui vous a empêché de faire ça puis de continuer à croître? Puis, il y avait deux choses. Deux items, dans le fond, dans notre réflexion. C'est que la première, c'est que le marché devenait tellement compétitif que pour être
à un niveau acceptable pour le marché, il nous aurait fallu une équipe marketing dédiée pour chaque côté, une équipe de gestion dédiée, une équipe de vente dédiée, puis une équipe technique pour amener ça à un autre niveau qu'eux n'auraient pas été facturables. Donc, dans les deux cas, on aurait probablement tombé pas rentable des deux côtés. Exemple, au niveau du MSP, il y a tellement d'investissements pour aller tester les outils, les intégrer, les amener chez les clients, rencontrer les clients. Ça devenait deux équipes extrêmement qui avaient un requis compétitif au marché extrêmement élevé qui fait que c'était difficile de dire que c'était viable à long terme si on ne faisait pas qu'un ou que l'autre. Fait que ça a été vraiment une grande partie de la décision. L'autre morceau, c'est si on veut croître et être compétitif au niveau salaire, il faut aller chercher, je pense, des clients aux US. Puis ça, avec l'équipe d'MSP, c'était moins visible pour nous comment y arriver, tandis qu'avec l'équipe de développement puis d'automatisation numérique, ben, de développer une expertise puis une niche, ça nous permettait probablement d'aller chercher des clients aux États-Unis puis d'aller générer plus de richesse puis de la répartir dans les salaires des gens. Fait que c'est l'autre item qu'on voyait. C'était cet aspect-là, dans le fond, qui a pesé dans la balance. Moi, je me tourne vers toi, Simon. C'est une question que je me posais. Je me dis, je vous vois aller, vous avez atteint, comme on le mentionnait en début de podcast, 100 millions de revenus récurrents à l'année. Vous possédez toute votre équité. Définitivement, vous devez être capable de générer des liquidités avec ça. À quel point c'était primordial d'aller lever un autre 100 millions de dollars pour faire des acquisitions? À quel point il y a eu des réflexions de se dire, c'est-tu la bonne ou la pas bonne approche? Parce que définitivement, on se donne le moyen de ses ambitions. Je comprends le tout. Mais je me dis, il y a tellement de valeur à avoir une équité d'une entreprise technologique qui génère autant de revenus. Peut-être que tu nous parles un peu de ces réflexions-là, puis à quel point c'était primordial d'aller lever autant d'argent pour continuer votre stratégie de croissance. Excuse, juste avant, avant cette levée-là, vous n'aviez eu aucune ronde dilutive, ça avait été 100% fait bootstrappé. Oh, shit! Ouais, on était un peu... Donc tu comprends mon point, Hugo. Ouais. Vous avez atteint 100 millions bootstrap. Pourquoi on s'en va lever 125? Moi, c'était ça ma question. Hey, ça, c'est malade. OK, on t'écoute. Ben, tu sais, honnêtement, c'est pas du rocket science non plus, là. On arrive à un point où est-ce que on atteint une taille critique en termes de revenus, bien sûr. Puis, tu sais, de la croissance organique sans arrêt, ça devient de plus en plus difficile. Puis, à un moment donné, la stratégie d'M&A, elle devenait... je crois qu'elle devenait cruciale à la continuité de Workly. Puis, tu sais, il y a des belles business, là. Il y a des produits qui font des choses qu'on fait pas pour des clients qu'on a, ben, pour l'audience qu'on a aujourd'hui. Puis, de tourner le dos à ça, ça devient quasiment du sabotage. Ça devient quasiment de nuire à son propre potentiel. Fait que la stratégie M&A, pour moi, j'ai pas toujours été un grand fan de ça, mais j'ai appris à comprendre comment ça devenait essentiel pour la continuité de Workly. Et puis, tu sais, M&A, c'est un terme facile à dire. À exécuter, c'est autre chose. Fait que ça fonctionne pas toujours aussi bien qu'on souhaiterait. C'est pas toujours des coups de circuit. C'est pas toujours des échecs lamentables. Tu sais, des fois, un M&A va t'amener un petit peu plus loin, mais ce sera pas comme Facebook qui a fait l'acquisition d'Instagram dans le temps, qui aujourd'hui, Instagram est à des niveaux qui n'ont pas de maudit bon sens. Mais je pense que ma question à ce cas-là était pas classe. Dans le sens, je comprends l'idée de la stratégie M&A, mais à quel point vous ne pouviez pas le financer avec ce que vous génériez déjà? Où est-ce que vous étiez rendu? Ben, tu sais, faire des peut-être que les deal sizes étaient trop élevés? Ben, des acquisitions en technologie, là, des SaaS, là, c'est pas cheap. Deux fois les revenus, là. Comme même quand c'est cheap, c'est cher. Oui, l'entreprise aurait peut-être pu se mettre vraiment sur le stress pour comme pousser. Ça fait 19 ans que je pousse non-stop. Ouais. Fait d'aller chercher un partenaire financier qui me donne ce courage-là, là, qui me permet de me lancer dans une stratégie qui est comme, OK, c'est une nouvelle ère pour l'entreprise. Ben, pour moi, c'était, pour moi, ça faisait du sens. Puis aujourd'hui, ben, je suis capable de parler d'M&A sans me dire, ben, my God, ça va être une traversée du désert si on fait cette acquisition-là, parce que oui, on est profitable, mais à un moment donné, c'est comme acheter. Puis le jour qu'on a besoin, je sais pas, là, stratégiquement, là, il y a quelque chose d'incroyable, une business qui coûte
des centaines de millions de dollars. Là. Cet argent-là ne tombera pas du ciel. Il va falloir aller la chercher. Puis d'avoir un partenaire financier qui est solide, ben c'est souvent une bonne chose. Ça te permet d'avoir accès à ce capital-là pas mal plus facilement que si tu l'avais jamais fait. Fait on s'est lancé là-dedans. Puis, so far, so good. J'ai pas de... Tu sais, c'est une portion très minoritaire de l'entreprise. Sébastien, Guillaume et moi, on est encore fondateurs, propriétaires d'entreprise et on est encore en charge de notre destinée. Fait que je pense qu'on a comme on a le meilleur des deux mondes, tant qu'à moi. Puis, extra qui vient avec ça, toute cette démarche-là, elle a été drôlement, disons, elle nous a vraiment aidé à step up notre game comme entreprise. Avant, c'était un board meeting, c'était Guillaume, Seb puis moi autour d'un verre de vin, un peu à chiller entre nous. Puis tu sais, on est des gars très sérieux, puis on croit en ce business-là. Puis, mais là aujourd'hui, tu sais, on a amené une certaine rigueur, une discipline, puis qui nous amène je crois, à nous dépasser plus qu'on le faisait avant. Puis en plus, on le faisait déjà. Fait qu'aujourd'hui, quand je vais sur mon board jaser avec Judith Saint-Martin, qui lui est hyper excité avec ce qu'on fait, puis il aime la business, puis il est content d'en faire partie. Tu sais, j'ai envie d'être solide. J'ai envie de Moi, j'ai grandi comme entrepreneur, ça m'a aidé, puis je suis comme content de l'avoir vécu. Puis honnêtement, être bootstrap, ça faisait partie un peu de mon identité quasiment avant, puis c'est trop, en fait. J'ai bu le Kool-Aid bootstrap. J'étais un grand fan de Basecamp avec Jason Fried, puis l'idée de un peu tourner le dos à tout ce qui est, à toutes les traditions inimaginables. Ben, je le bois un peu moins Kool-Aid. L'argent, c'est un levier pour faire des grandes choses. Puis quand tu as accès à ce capital-là, ben, puis tu sais bien l'utiliser, tu es capable de bâtir des business qui vont traverser les époques. Puis je pense qu'on a un équilibre entre, on a encore beaucoup d'indépendance comme business, mais on a des leviers qu'on n'a jamais eu dans le passé. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. Ouais, c'est différent, mais c'est quand même intéressant. Je sais que c'est pas moi qui fais l'interview, là, mais comme j'ai pas le choix de te poser une question, parce que moi, j'étais un peu à la croisée des chemins dans le sens que on est bootstrappé aussi, puis je me questionne à savoir en ce moment, je suis dans un processus de financement. Tu sais, je reviens du Techvase, puis j'ai fait un petit roadshow, là. Ça a été quoi tes clés de succès qui ont fait que tu as réussi à te bootstrapper aussi longtemps que ça? Parce que, mettons, croître rapidement puis être bootstrappé, c'est tough. Ça rajoute bien de la pression sur la business. Par contre, ben, tu sais, l'actionnariat se dilue pas trop. Fait que c'est quoi qui a fait que ça a fonctionné? Tu sais, je sais que, bon, du SaaS, les marges sont bonnes, mais après ça, croître, ça coûte cher d'aller chercher un client. Fait que je suis curieux de voir, selon toi, qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Nous, on a démarré comme entreprise de service. Fait qu'on s'est à peine payé pendant plusieurs années, puis ça nous a permis d'accumuler du capital qu'on a utilisé pour bâtir notre premier produit qui était ShareGate. Et autant que ShareGate, ça n'a pas été un chemin sans embûche, ShareGate est quand même devenu un succès phénoménal de notre côté. Fait qu'il y a un peu de... On a été chanceux, en quelque sorte. On a créé notre chance, mais ce produit-là a explosé à un certain moment. Et ça l'a permis ensuite de financer. Bien, le service a financé ShareGate et Office Vibe. Ensuite, ShareGate a commencé à financer Office Vibe. Puis là, le système s'est mis en marche. Mais je pense qu'on a hit le bon problème à régler très tôt. Et on l'a vraiment bien réglé. Et ça a donné qu'on s'est fait on s'est créé un univers dans notre industrie qui nous a amené où est-ce qu'on est. Fait que c'est dur à répliquer. Les gens m'en parlent. Je suis comme... C'est arrivé quasiment organiquement. C'est-à-dire que tu y pensais pas tellement pendant que ça se faisait, puis ça s'est fait organiquement. Puis à un certain point, tu te retrouves avec une entreprise qui est rendue comme ça. Puis peut-être, Hugo, je me tourne vers toi parce que ça, c'était des réflexions que tu as parlé un petit peu, acquisition 2024. On a parlé, toi et moi, ensemble. Je sais que ça va s'accélérer en 2025. Tu parlais, quand tu es venu sur le podcast récemment, vous avez atteint quasiment 10 millions de chiffre d'affaires cette année. Là, vous voulez doubler la business assez rapidement dans les prochaines années. Parle-nous un petit peu des apprentissages d'acquisition 2024, puis le plan, puis comment tu vas attaquer tout ça en 2025. Ben oui, c'est sûr que au niveau des revenus, je parle juste de ça. Ça va vite. Tu achètes 2 compagnies qui font 5 millions de revenus, puis tu fais 20. Fait que c'est pas comme de la croissance organique où est-ce qu'on met de l'argent dans Facebook, puis là, ça coûte de $300 le client qu'il faut se rendre à 10 millions de plus. Fait que
c'est sûr que ça accélère un peu le chemin. Puis c'est ça, un des gros enjeux dans notre croissance. On a un gros volume de clients, mais c'est des petites transactions. Fait que là, on va augmenter le panier moyen, puis augmenter le stickiness. Mais j'ai pas le choix de... Et puis c'est drôle, j'ai eu un board de 2 semaines, puis on a présenté quelque chose, puis là, Simon est en train de me challenger bien raide. Là, j'étais puis j'étais... Tu sais, le produit... Non, mais un produit fort, tu sais, ShareGate, ça a été la vache à lait de tout le reste de l'histoire. Puis, mettons, de façon très vulnérable, je suis pas capable de dire qu'en ce moment, on a un produit fort, tu sais, puis là, on a mis des nouvelles lignes de service en place. Puis, en tout cas, je vais avoir de la réflexion à faire là-dessus parce que un produit fort fait en sorte que tu as moins de churn, tes clients achètent plus, ils achètent plus longtemps, ils réfèrent plus. Comme c'est ça, puis c'est les dollars les plus payants. Être Facebook, là, quand j'envoie une pièce à Mark Zuckerberg, il ne revient pas. Là. Par contre, une pièce de référence qu'on donne à un client, celle-là est vraiment intéressante. Tu sais. Fait que, excuse-moi. Le produit, c'est... moi, je suis un gars de produit. Tu sais, quel est le meilleur produit gagne? That's it. Quel est le meilleur produit gagne? Je suis tellement d'accord avec ça. Puis, tu es en train de me challenger bien là-dedans. Puis on a travaillé fort là, sur notre année financière, je me suis en novembre, on a présenté au board il n'y a pas longtemps, puis on a mis de l'énergie là-dedans, puis ça va être des belles réflexions pour les vacances de Noël, ça. Ça va être intéressant. Donc, en gros, tu vas arrêter ta stratégie d'acquisition pour 2025. Toi, tu es parti en réflexion. Ton party de Noël, il ne se passe pas ce soir. Tu retournes chez toi, puis tu vas lire pas mal de livres, là, puis tu vas te faire des réflexions. C'est bon, mais c'est correct. Ça m'amène à un autre sujet. Ouais. Juste là-dessus, dans quelques minutes, je m'en vais présenter à tous nos employés le plan strat de l'année prochaine. Puis là, comme moi, je suis dans un meeting avec du l'autre. Mais tu sais, je pense pas qu'on va. Non, mais je pense pas qu'on va arrêter les acquisitions, tu sais, mais plus dans le sens, on a parlé beaucoup de focus, mais en ce moment, mettons, dans notre produit, là, entretien de pelouse, là, moi, je pense qu'il faut que je réalloue un peu de capital pour qu'on soit vraiment meilleur là-dedans, tu sais. Le produit fort va gagner. Je suis convaincu. Là. Je termine, les gars, avec un dernier sujet, puis par la suite, on va terminer ce premier panel d'hypercroissance. On va terminer RH. On fait un tour de table. Apprentissage RH de 2024 et perspective 2025. Jonathan Léveillé. Comme ça. C'est comme ça qu'on introduit. C'est comme ça qu'on introduit. Parfait. Là, ça va être encore là à contresens probablement de tout le monde qui est là. Nous, on a rappelé notre monde au bureau. Cette année, on demande à tout le monde d'être là 2 jours, les 2 mêmes journées. Puis ça a été, je pense, la meilleure chose qu'on n'a pas pu demander. Puis je vois, mettons, Simon qui est complètement probablement en désaccord avec ce que je dis là. Je pense que ça a été la meilleure décision qu'on a eue parce qu'on avait une culture comme ça avant la COVID. Puis les gens aimaient l'ambiance puis le fun qu'il y avait au bureau, puis à travers un écran, ça passe pas, ce fun-là, puis cette ambiance-là. Du moins, je n'ai pas encore trouvé la formule, peut-être des gens qui l'ont trouvé. Puis en ramenant ça depuis quelques mois, on le voit, le fun est là, la cohésion est en train de revenir, l'effet wow, la vibe open mind, qu'on avait du fun à travailler ensemble, là, on l'a présentement. Fait que je pense que ça a été un de nos apprentissages, mais on l'a quand même bien apporté à l'équipe avec le pourquoi. Puis on a fait des zones aussi de comment on allait rapatrier les gens là, pour ne pas écœurer les gens qui sont trop loin. Fait que ça, c'est apprentissage HR. L'autre apprentissage HR que j'ai eu, c'est qu'au 1er février, nous, on a annoncé à tout le monde de l'équipe MSP qu'ils allaient continuer dans une nouvelle maison. Et 2 jours avant, c'était notre party d'hiver / party de compagnie au complet. Et tout le monde venait me taper sur l'épaule pour me dire « Jonathan, tu ne peux pas savoir à quel point je suis content de travailler pour OpenMind. » Et la majorité de ces gens-là, c'était des gens de l'équipe qu'il fallait que j'annonce 2 jours plus tard qu'il y avait une nouvelle maison où ce qui allait continuer. Oups. Puis, effectivement, c'est la loi de Murphy dans ce temps-là. Là. Je pense qu'on l'a fait pour les bonnes raisons. Ça a été très rough quand on l'a annoncé. Il y a des gens qui se sont mis à pleurer, des gens qu'on ne pensait pas du tout qu'ils allaient réagir, qui ont réagi d'une manière vraiment qui était insoupçonnée. Ceux qu'on pensait que ça leur aurait passé par-dessus la tête, finalement, c'est eux qui ont le plus réagi négativement à dire on ne veut pas quitter. Mais au final, je pense qu'on l'a bien fait, puis les gens aujourd'hui comprennent pourquoi on l'a fait. Fait que ça a été très, très, très challengeant HR à ce moment-là de l'annoncer aux gens. Mais aujourd'hui, on est content, puis je pense qu'on le referait probablement de la même manière. Il n'y a pas moyen de s'en sortir sans casser des œufs dans ce genre de cas-là. C'était ma première fois, il fallait que j'annonce à des gens que c'était terminé l'aventure pour eux, OpenMind. Puis j'en ai pleuré quand même une bonne shot. Mais je pense que ça fait partie de la vie. Puis voilà, je te dirais, au niveau HR de mon côté cette année. Là. Simon, apprentissage de ton côté, 2024 puis perspective 2025. Je pense que c'est un petit peu différent. Vous aviez les gros bureaux avant. Puis là,
Je pense que vous avez encore vos bureaux, mais vous êtes davantage orienté sur une organisation remote first. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de 2024 et perspectives 2025? Ben, ils ont l'air pas payés, ces bureaux. Là. Regarde derrière lui. Là, c'est pas... Non, c'est chez nous. Ben nous, on a un énorme bureau de 100 000 pieds carrés au nord de l'Est à Montréal qu'on a inauguré 3 mois avant la pandémie. Puis après ça, quelques mois après, durant la pandémie, on a annoncé qu'on devenait une entreprise remote pour toujours. Fait qu'on on a décidé de tourner le dos au bureau parce que, tant qu'à moi, le bureau était un obstacle à notre réel potentiel. C'était une distraction à bien des égards. Je pense qu'on avait perdu on était au bureau, mais on se voyait plus. On le prenait pour acquis. Fait que finalement, on travaillait pas tant que ça ensemble. Le bureau était tellement grand en plus. Puis je pense le bureau, le danger d'un bureau, dans tous les cas, c'est que souvent, ça compense pour des faiblesses ailleurs. Des problèmes des process qui sont mal documentés ou aucune discipline de vraiment se préparer pour des rencontres puis d'avoir des vrais action items en sortant. C'est trop facile de se rassembler d'un bureau puis de sortir les mains vides. Puis de faire d'une salle de conférence, on brainstorm de quoi, on sort les mains vides, ça tombe entre les cracks. Fait que je te dirais, ça pour nous, c'est la décision qu'on a prise. Je la regrette pas du tout. J'adore ça. Aujourd'hui, on a une flexibilité immense dans notre day-to-day. On a la capacité de recruter du talent qu'on n'aurait jamais pu faire. Puis aujourd'hui, quand on parle de remote, ben moi, j'ai un employé qui habite au UK, qui est en train de faire du développement des affaires au UK, qui est en train de nous ouvrir des portes qu'on aurait sûrement pas fait avant. Parce que cette personne-là, dans l'ancien Workly, dans le Gsoft, qui avait son gros bureau, était pas fait pour avoir quelqu'un comme ça qui était au UK et de faire partie de l'organisation, parce que les réflexes étaient de préconiser ceux qui étaient on-site en personne. Fait qu'au fil des années, ça nous a, je crois, ouvert beaucoup d'opportunités. Là, on embauche partout au Canada. Fait que j'ai des employés dans toutes les provinces du Canada et même dans plusieurs États américains. Fait que ça nous permet d'aller chercher du talent qu'on n'aurait pas autrement. En termes d'apprentissage, mais c'est sûr que moi, je suis à fond remote. Beaucoup de respect pour les gens, les compagnies hybrides, là, Jonathan, by the way, là, c'est les compagnies hybrides. Hybrid is the new standard. Là. Fait que mes clients, c'est tous des gens hybrides. Puis ma croyance, c'est que dès que tu es hybrid, on partage beaucoup des mêmes challenges, puis on doit se mettre en place pas mal de mécanismes similaires. Là. C'est pas, je veux dire, souvent, il y a des entreprises qui vont être hybrides où il va y avoir un retour au bureau. C'est pas toujours les mêmes jours. C'est 2 jours minimum, mais pas nécessairement le lundi puis le jeudi. Les règles sont différentes d'une entreprise à l'autre. Fait que tu te retrouves toujours dans un environnement où est-ce que tu vas forcément avoir des gens qui sont à la maison, dans un café, au Costa Rica ou au bureau. Fait que comment, comme organisation, tu mets en place des fondations qui sont capables de faire travailler ces gens-là efficacement ensemble. Ça, pour moi, c'est la magie d'arriver à faire ça. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'une entreprise peut s'offrir. Parce que ça marche même quand tu es au bureau. Ah, c'est ça, exact, c'est ça. Exact. Sinon, ben, tu sais, pour ce qui est de ce que tu disais, Jonathan, sur, tu sais, ça leur a amené la cohésion. Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a des gens qui ont une nostalgie de quelque chose qu'il y avait avant, puis ils veulent la retrouver, puis c'est bien correct. Nous, on a fait le choix qu'on voulait se rallier autour de peut-être quelque chose de différent de ce que c'était avant. C'est sûr qu'avant, le bureau était comme la pièce maîtresse. Là. Tu sais, c'était le bureau qui était un peu le point de rassemblement, la connexion entre les gens. Aujourd'hui, ben, au lieu que ça soit un espace physique qui connecte les gens, ben moi, mon désir pour Workly, c'est que ce soit la création, le plaisir de bâtir du produit qui unit les gens chez Workly, peu importe où est-ce qu'ils sont sur Terre. Puis c'est vraiment le type d'entreprise que je veux bâtir. Puis c'est correct, hein, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui veulent ces connexions humaines au quotidien. Puis j'ai complètement full respect pour ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste des choix. Puis nous, on a fait le choix que c'était ça qui allait nous unir. Fait qu'on va recruter des gens
qui ont envie de ça. On va garder des gens qui ont envie de ça. On va s'assurer qu'on bâtit l'entreprise qui veut s'unir autour de cette chose-là. Puis je pense que c'est ça, l'apprentissage, c'est faut décider qu'est-ce qui nous connecte. Surtout maintenant qu'on est un peu on a perdu ce repère-là qui était le bureau pour beaucoup, beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous connecte? Qu'est-ce qui est cette culture-là dans l'entreprise? Ben, chez nous, c'est le produit et le client. Puis je veux des gens qui sont passionnés de bâtir du produit. Puis cette passion-là, ce partage de passion-là, je pense que c'est ce qui va faire que Workly va être une entreprise où est-ce que c'est le fun de travailler, qu'on a du succès ensemble. Puis Hugo, je termine avec toi. Apprentissage RH, on parlait récemment, tu me disais l'année dernière, talent, c'est mon travail quotidien, aller trouver du talent. Est-ce que c'est ça ton apprentissage de l'année 2024 et peut-être même tes perspectives de l'année prochaine? Oui. Puis, tu sais, pour le télétravail, tu sais, le hybride, tout ça, on est là-dedans en ce moment. On a un projet sur établir, on ramène tout le monde au bureau. On est vraiment, vraiment remote en ce moment. Là. Ça nous donne une flexibilité. En passant, là, on a des employés partout au Québec. J'ai du monde qui travaille de la France, c'est hot. Évidemment, notre staff de terrain qui vont faire les traitements chez nos clients, on s'entend, c'est bien tough faire ça remote. Là. Mais tout ce qui est gestion, call center, tout ça, en ce moment, ça offre comme bien des possibilités. Puis là, je reviens sur le talent. On pourra pas croître cette business-là s'il n'y a pas les meilleures personnes autour de nous qui vont nous aider à le faire. J'ai engagé un des top execs chez Vidéotron qui était dans le field service, là, fait que les techniciens qui viennent installer tes affaires. Puis moi, ça, évidemment, c'est pas dans la même industrie exactement, mais là, ce que c'est des opérations de terrain, c'est du field service. Puis je l'ai vu la différence. Là, lui, ils l'ont déjà fait pour des millions de clients. Fait que la recette, il la connaît. Là, fait que des fois, je trouvais qu'on essaie de réinventer des affaires qui existaient déjà. Fait qu'en ce moment, autant dans mon équipe, mais que sur mon board, d'avoir du monde qui ont de l'expérience. Je le dis souvent, j'ai 31 ans, désolé. Je me vieillis. 31 ans, puis je prétends pas avoir l'expérience de quelqu'un que ça fait 30 ans que j'ai une entreprise. Fait que c'est important d'avoir des top leaders qui ont de l'expérience pour aider à croître. Fait que ça, c'est de loin mon plus gros apprentissage de l'année. Messieurs, ça a été fantastique, cette discussion. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. On a fait un premier essai d'une discussion d'un panel d'hypercroissance. Je vais vous laisser retourner à vos occupations et je vais inviter nos auditeurs qui ont pris le temps de passer la dernière heure avec nous aujourd'hui à nous envoyer du feedback. Vous allez retrouver un petit formulaire dans les notes de l'épisode. Remplissez-le. On veut savoir ce que vous avez pensé du format, si c'est un type de format que vous aimeriez écouter au quotidien ou du moins de manière hebdomadaire. Et si c'est le cas, et si vous avez aimé le contenu, on va s'assurer d'en faire des prochains pour l'année 2025. Simon, Jonathan, Hugo, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.